On va commencer la troisième table ronde qui a pour titre concevoir la formation et la supervision des coachs internes. En sous-titre choix théorique et développement de compétences en accompagnement professionnel personnalisé. Voilà, peut-être pour faire, puisque j'avais fait allusion dans mon introduction au fait qu'on allait en reparler, vous rappeler que lorsque je me suis engagé dans le milieu français du coaching, j'ai ressenti ce que j'appelais le besoin criant d'ancrer ce métier dans les sciences humaines, et la création du terme accompagnement professionnel personnalisé qui a été forgé dans les années 2000 s'est faite justement en référence aux sciences humaines. Je pense à la phénoménologie, à la psychologie, à la psychanalyse, à la sociologie clinique, au courant de l'analyse institutionnelle, voilà, à des courants qui ont nourri, qui ont permis aux sciences humaines, qui sont des sciences neuves, qui sont des sciences en émergence. Je dis souvent qu'on est à la préhistoire de l'humanité du point de vue des sciences humaines. Voilà, donc courant qui s'est nourri de toutes ces disciplines. Et notre objectif en formation, en tous les cas, ça a été toujours de créer une formation, comme je l'ai dit, qui relie des notions qui sont souvent séparées, qui étaient d'ailleurs souvent, enfin, qui sont travaillées par des disciplines qui quelquefois se parlent peu, des notions d'individu, des notions de groupe, d'organisation et d'institution. Moi, je définis l'accompagnement professionnel personnalisé comme une démarche réflexive fondée sur une conception humaniste du sujet au travail, reliant donc les notions d'individu, groupe, organisation et institution pour aider une personne ou une équipe à explorer sa situation. Situation étant conçue comme un moment de totalisation de son passé, de son présent et de son projet. Ça, c'est une position, je sais, qui n'est pas forcément partagée par tout le monde au sein du coaching. C'est-à-dire l'idée de concevoir l'individu en situation comme justement étant le produit d'une histoire à laquelle on va s'intéresser et comme étant justement un moment de sa vie où cette histoire mérite d'être revisité, mérite d'être exploré, et que c'est cette exploration même qui va lui permettre et nous permettre dans le processus d'accompagnement de faire émerger les fondamentaux sur lesquels il va pouvoir construire son présent et son projet. Voilà, donc situation comme moment de totalisation de son passé, de son présent et de son projet, afin d'identifier toutes les possibilités d'action et de faire des choix en pleine conscience et en toute liberté. Alors l'objectif de cet atelier, justement, c'est là je prends position, mais je la mets en débat. L'objectif de cet atelier, c'est de répondre à la question quel type de formation et de supervision sont nécessaires aux coachs internes, désireux de travailler à la fois sur les objectifs de son coaché, d'analyser avec lui l'évolution de son organisation et de son management, tout en lui permettant d'accéder à une position de sujet réflexif, conscient du contexte socio-économique et politique et responsable de ses choix. Pour cette table ronde, donc, j'ai convié plusieurs intervenants qui vont se présenter. Je suis professeur honoraire de l'Université de Genève. Mon nom est Pierre Dominicet. Ça veut dire qu'il y a plus d'une dizaine d'années que je suis à la retraite et j'observe l'université et la société de l'extérieur, ce qui m'amène à un certain nombre de réflexions dont je partagerai certaines tout à l'heure. Pendant 15 ans, j'ai travaillé comme directeur académique de la formation continue. La formation continue étant mon thème d'enseignement, le recteur m'avait demandé d'essayer de développer la formation continue, ce qui m'a permis d'entrer dans un univers professionnel que je connaissais mal, parce que les prétendus scientifiques des sciences de l'éducation se méfient
des professionnels parce qu'ils ont l'impression que ça les détourne de leur objet de travail, et la formation continue m'a appris exactement le contraire. Voilà. Oui, bonjour, je suis Maëla Paul et je travaille depuis une dizaine d'années à réfléchir avec d'autres, avec des professionnels, à ce qu'accompagner veut dire. Donc des professionnels de tout secteur, éducation, santé, travail social, orientation, insertion, des professionnels à qui on a confié des fonctions diverses, comme celles de conseiller, consultant, tuteur, coach, mentor, etc. Et sous la forme de journées d'études comme celle-ci, ou de réflexion, de colloques, etc., ou des journées de formation. Et toute cette dernière dizaine d'années a été promue en quelque sorte par une thèse que j'ai réalisée en sciences de l'éducation à l'Université de Nantes. Donc c'est depuis les sciences de l'éducation que je prendrai en partie la parole en ce qui me concerne. Bonjour, je suis Elisabeth Delaroche-Lambert, je suis directrice d'hôpital de profession, formée au droit public et l'Institut d'études politiques de Paris, puis à l'École nationale de la santé publique de l'époque. Et j'ai fait pratiquement toute ma carrière de directrice d'hôpital à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Mon dernier poste était le poste de directeur des hôpitaux universitaires Paris-Nord Val-de-Seine, qui regroupe 5 hôpitaux. Et j'ai le plaisir, depuis le 1er octobre, d'occuper le poste de secrétaire général de l'EHESP, École des hautes études en santé publique de Rennes. Bonjour, Jean-Louis Cressan. Donc, moi, j'ai un lointain passé de consultant en organisation. J'ai même fait des contrôles de gestion. Les clients m'avaient dit que c'était pas sérieux pour faire du coaching. Et donc, je suis devenu coach, je vous rassure, externe. J'accompagne des équipes, j'accompagne des dirigeants, j'accompagne des particuliers, j'accompagne aussi des étudiants. Je suis formateur et superviseur de coach et j'ai également une activité de psychothérapie gestaltiste, moi aussi, et de relations d'aide à médiation corporelle, thérapie manuelle, thérapie gestuelle. Voilà, c'est tout. Martine Boll, donc je suis coach depuis 20 ans, formée au coaching depuis 15 ans. Superviseur de coach depuis, je ne sais plus, 11 ans. Et superviseur de superviseur depuis 3 ans. Et maintenant formatrice aussi de superviseur. J'ai un parcours, je suis passée chez l'ADMI régulièrement, c'est-à-dire j'ai commencé un travail parmi un groupe de travailleurs sociaux il y a 35 ans, j'ai fait 6 ou 7 ans, et là où je dis j'ai basculé chez l'ADMI, c'est que j'ai créé ma propre entreprise, donc je suis devenue chef d'entreprise, concessionnaire Apple, j'ai été cadre dans des grandes entreprises, pour tout arrêter et faire le lien entre finalement des choses qui apparemment étaient opposées, mais c'était, comment disait quelqu'un, entre ennemi et ami, mais il y a du dialogue à créer. Voilà. Bon, donc ma première question, elle ira à Pierre Dominicé, et j'ai envie de lui demander qu'apporte selon toi la formation au récit et histoire de vie, puisque tu fais partie de ceux qui a été un des instigateurs, un des promoteurs, une des figures du courant dit des histoires de vie en formation. Donc qu'apporte selon toi la formation au récit et histoire de vie? Qu'est-ce qu'elle apporte à la formation de coach, évidemment, compte tenu, évidemment, cette question nous intéresse, m'intéresse, et je pense qu'elle intéresse aussi le public, parce que c'est quand même une approche assez originale de dire qu'il y a une relation entre la formation au récit et histoire de vie, enfin la pratique du récit et l'histoire de vie et la formation des coachs. Et puis ma deuxième question, qu'apporte le fait de former des coachs pouvant accompagner un travail de mise en histoire de la vie de la personne accompagnée? Bien, alors les gens des médias détestent les universitaires parce qu'ils ont tellement la longue histoire qu'ils sont incapables de dire l'essentiel en 8 minutes. Comme je me suis un peu détaché de l'université, j'essayerai d'être plus discipliné. Dominique Juajaillon m'a effectivement vu l'attrait qu'exerce l'histoire de vie
sur la manière dont il conçoit la formation, m'a effectivement demandé d'évoquer ça. Je le ferai de 3 façons, à travers le récit d'une part, à travers la notion d'histoire de vie, et dans un 3e point, en évoquant ce que j'appelle le défi épistémologique. Mais avant de me lancer là-dedans, j'aimerais dire que je suis arrivé dans la salle comme un martien helvétique, donc un peu civilisé, et j'ai beaucoup aimé vous entendre, mais je ne comprenais pas très bien ce que vous faisiez les uns et les autres. Alors, le repas m'a été très utile parce que ça m'a permis de préciser les choses avec la personne qui était à la table à côté. Et tout à l'heure, grâce à notre petit groupe, j'ai aussi pu mieux comprendre ce que vous faites. Ce qui me frappe, c'est que les problèmes se répètent dans des contextes différents, avec des générations différentes. Lorsque nous étions dans la promotion du métier de formateur, Daniel Hamlin, mon collègue, avait dit « le formateur est un agent double ». Et c'est vrai que ça reste vrai pour la plupart d'entre vous, hein. Même si, du point de vue de la loi, c'est pas le titre le mieux porté que d'être agent double. Mais ce qui m'a frappé, c'est que vous n'êtes jamais dans la complainte. Vous êtes dans la clarification de ce que sont vos priorités. Et ça, dans un monde où tout le monde se plaint, j'ai trouvé que vous faisiez exception. Et je m'en suis beaucoup réjoui. Je dirais que c'est un métier émergent, le vôtre, comme on dit aujourd'hui, que la notion de coaching, ça fait partie des concepts nomades qui ont l'avantage de dire ce qu'ils veulent dire sans qu'on sache exactement ce qu'ils veulent dire. Alors voilà, ce préambule étant fait, je dirais que ce qui m'intéresserait de travailler avec vous, à partir de ce que je sais de l'histoire de vie, c'est que la démarche biographique que nous avons mis en place offre un récit qui raconte l'histoire autrement. C'est-à-dire qui va chercher dans ce qui est le plus souvent caché des éléments fondamentaux pour comprendre la personne qui s'exprime. Un jour, dans une session de formation de formateur à l'histoire de vie, j'ai demandé à chacun d'amener son curriculum vitae. Et j'ai demandé à chacun d'avoir un récit pour qu'il nous raconte ce qui n'était pas écrit dans le curriculum vitae. Et c'est ça qui était vivant par rapport au caractère beaucoup plus convenu du curriculum vitae. Et quand j'ai travaillé la question de la médecine narrative avec des médecins et des soignants, j'ai compris le prolongement de ce que j'avais découvert dans mon domaine qui était la formation, c'est que le patient a un récit caché que le médecin n'entend pas la plupart du temps parce qu'il lui impose le sien. Mais que le récit caché du patient est une partie fondamentale du savoir clinique. Comme le récit de la formation est un versant passionnant pour mieux comprendre de quoi il s'agit quand on parle de formation. C'est ce que j'appellerais les faces cachées. Je prendrai un exemple parce que je l'ai en tête. La grand-mère, dans le parcours de formation, joue un rôle extrêmement important. Mais évidemment, personne n'en parle lorsqu'il fait un concours ou qu'il essaye de vanter ce qu'il sait. Et j'ai appris sur le monde rural des choses que simplement les étudiants que j'invitais à un récit qui devait
dire comment ils avaient appris ce qu'ils savaient. Non pas ce que l'école leur avait enseigné, mais ce qu'ils avaient appris et qu'ils considéraient comme relevant de leur savoir propre. Alors, j'ai compris par exemple qu'en plus de la grand-mère, le rang dans la fratrie est un élément fondamental pour penser qu'on est intelligent parce que son frère aîné est mauvais élève, ou au contraire pour se juger stupide parce que sa grande sœur est la première de la classe. Et ça, c'était ce que j'appelle le récit caché de la formation. Un jour, c'était amusant, dans un cours de formation de formateurs, les gens qui étaient présents ont raconté comment ils avaient triché à l'école. On a appris des choses, moi je n'ai pas osé faire, hein, mais que c'est peut-être comme ça que certains avaient réussi. Hein. Et ça, c'était un aveu passionnant. Bon. Deuxième point, parce que sinon je vais largement dépasser les 8 minutes, inscrire le temps d'une vie ou les moments d'un parcours dans l'histoire d'une vie. Et ça, c'est extrêmement important pour l'engagement professionnel. Si je ne pouvais pas faire ça, je serais au dernier degré de la dépression. Si j'arrivais pas, et soyez attentifs à ça, comme retraité, à intégrer ma vie professionnelle dans l'histoire de ma vie, j'aurais l'impression d'être à moitié mort. Pourquoi? Parce que la vie, c'est pas uniquement travailler. D'ailleurs, il y a des femmes qui ont dû rester à la maison parce qu'elles avaient des gosses, elles ont appris plein de trucs et elles ont fait plein de choses. Alors, comment rester dans le fil rouge de sa vie? Lorsque j'ai eu 70 ans, j'ai invité mon voisin du Gard, qui avait la maison d'à côté, qui s'appelait Stéphane Essel, qui avait 90 ans, et je lui ai dit, Stéphane, qu'est-ce qu'on fait entre 70 et 90 ans d'intelligent? Et une des choses qu'il a dit, je ne vous raconterai pas le reste, c'est essayer de garder le fil rouge de son parcours. Alors, l'histoire de vie, c'est ça, c'est que malgré les aléas, malgré les détours, les échecs, etc., il y a un fil qui fait sens. J'aime beaucoup les expressions de Paul Ricoeur, de synthèse de l'hétérogène. C'est une notion, à mon avis, fondamentale, de mettre ensemble ce que nous avons fait pour éviter l'émiettement qui nous amène à penser que nous n'avons pas d'histoire. Ricoeur dit aussi que il parle aussi de totalité singulière. Il y a une totalité, il y a une globalité, mais elle a la singularité de notre propre parcours. Et ça, c'est assez fondamental. Voilà, j'avais envie de raconter envie de vie, mais je raconterai une autre fois. Je veux finir avec le défi épistémologique. Je voudrais blesser personne ici, et notamment pas mon voisin de droite. Mais moi, j'ai l'impression que je me suis fait avoir par les sciences humaines. Je me suis fait avoir parce que j'ai cru que Bourdieu disait des choses définitives sur la reproduction, que la psychanalyse nous apprenait l'anthropologie de base de l'humanité, etc. Et j'ai découvert ce que vous avez évoqué ce matin, c'est que tout ça conduisait à des outils et que c'était peut-être pas si original que ça. Et que si nous voulons sauver l'humanisme, comme certains l'ont dit, il faut reprendre la philosophie. Mais il ne faut pas prendre la philosophie des savants. Il faut la prendre, la philosophie d'un Michel Foucault ou d'un Pierre Hadot, qui est axée sur le savoir-vivre. Comment est-ce que je construis mon existence? À partir de quelle option est-ce que je donne sens à ce que j'essaye de faire
pour entrer dans cette société ou pour y rester. Et c'est vrai que la philosophie, je trouvais ennuyeux parce qu'on m'a appris la philosophie de Kant, la philosophie de Hegel, la philosophie de Nietzsche, et qu'on ne m'a pas appris à vivre à travers la philosophie. Donc je trouve ça très fondamental, parce que je pense que le soubassement culturel de nos histoires, pour pouvoir les comprendre, est une ressource de base. Et comme nous avons balancé avec la modernité une bonne partie de ces ressources culturelles, je dirais même spirituelles, très souvent nous ne savons pas où nous allons. Et notre parcours est privé de sens parce que nous ne savons pas le nommer. Ou nous ne savons plus le nommer. Voilà, j'y suis à 8 minutes. Hein. Ça, c'est des choses qu'on peut se permettre de dire quand on est un peu plus âgé. Hein. Soignez les ressources culturelles pour donner à votre vie et à la fin de votre vie le sens qu'il mérite. Merci beaucoup. Merci Pierre. Alors tu me blesses d'autant moins que j'ai toujours un regard critique, tu sais, sur l'ensemble des sciences humaines auxquelles je me réfère. Bon, donc merci beaucoup. Je vais passer maintenant la parole à Maïla Paul. Donc Maïla, tu m'écrivais donc dans notre temps de préparation, les anciennes manières de faire doivent faire place à de nouvelles postures et démarches que l'accompagnement réintroduit. Ben, quelles sont évidemment ces nouvelles postures et démarches auxquelles tu fais allusion? Et tu disais aussi qu'il s'agissait aujourd'hui de pensée situationnelle. Donc qu'est-ce que tu voulais dire par là? Par le fait que j'aurais pu me taire à ce moment-là. Quelle était la première question? Les anciennes manières de faire. En fait, c'est pas très clair tout ça. D'autant plus que dans la journée, enfin depuis ce matin, j'ai entendu à plusieurs reprises que le travail de coach consistait à mettre en place des idées nouvelles. Et j'ai trouvé curieux, finalement, de faire appel à des pratiques anciennes, comme celles qui se réfèrent à l'accompagnement, pour mettre en place ces idées nouvelles. Voilà. Donc, ce que j'évoquais à travers probablement les anciennes manières de faire, c'est les anciennes manières de faire dans des contextes professionnels, et surtout ces anciennes manières qui mettent en place des modalités relationnelles dont qu'il faut pouvoir regarder avec un seuil critique important pour voir ce qu'elles ont provoqué et de quelle manière le monde d'aujourd'hui attend d'autres postures et d'autres modalités relationnelles. Voilà. Je ne m'étendrai pas plus là-dessus, je vais aborder le deuxième point et peut-être que ça va éclairer. En fait, donc, pour essayer de répondre en fait, aux choix théoriques, c'est un peu cette porte-là que j'avais essayé d'entrouvrir. Quels seraient les choix théoriques qui pourraient soutenir une formation d'un coach? Pour répondre à cette question-là, je vais grossièrement mettre en place expliquer, ou non, je vais y arriver, décrire trois types d'approches. Je dis bien de manière un peu grossière, juste pour pouvoir déblayer un peu le terrain. Et je vais parler de ces trois types d'approches en lien avec les risques psychosociaux et donc toute cette problématique de souffrance au travail, dans lequel le coaching est fortement impliqué. Alors je veux dire que dans un premier temps, on peut repérer une pratique qu'on va dire préventive, dont la figure pourrait être celle du médecin. Et dans ce type d'approche, les approches préventives, on approche les situations en termes de problèmes auxquels on doit apporter remède et solution. Et c'est un secret pour personne que ce type d'approche fait porter sur chaque individu la responsabilité de ce qui lui est arrivé, de la manière dont il le vit,
et que ce type d'approche continue d'entériner finalement que le travail est inévitablement un lieu de souffrance. Le deuxième type d'approche, ce sont les approches prescriptives, dont la figure serait le juge, et qui fait qu'il y a un certain nombre de lois, de règles, de règlements qui ont été, qui se sont imposés aux entreprises, aux organisations, de telle manière qu'il y ait une forme préventive vis-à-vis de cette souffrance au travail. Donc ça a amené les entreprises à mettre en place un certain nombre d'instances extrêmement compliquées, mais complexes, mais des instances, et qui finalement visent toutes à entériner, là encore, que le travail est source de souffrance. On notera au passage que toutes les entreprises sont contraintes de faire ce qu'il faut en la matière, donc en mettant en place ces institutions, et que c'est une stratégie purement hypocrite, parce que la mise en place de ces institutions ne résout strictement rien à la problématique vécue de chaque individu. Ces deux approches valident donc les risques liés au travail, s'adressent, comme il a été dit depuis ce matin, à ceux qu'on considère qui ne vont pas bien, font peser sur chaque individu la totale responsabilité de ce qu'ils vivent, au passage en les étiquetant comme étant fragiles, comme si ce n'était pas notre nature profonde en tant qu'être humain d'être fragile, et finalement participent du problème. Elle perpétue également les modalités relationnelles asymétriques, puisqu'il y en a qui posent des diagnostics sur ceux qui sont diagnostiqués. Et donc ces deux types d'approches nous amènent à être attentifs, premièrement au fait que être attentifs aux changements structurels qui n'entraîneraient pas de changement humain. Ça, c'est un premier niveau d'attention. Et le deuxième niveau d'attention, être vigilant sur le fait qu'être agent du système, ça n'est pas être acteur dans un système avec une position critique. Ça a été dit d'une manière transversale depuis ce matin. Quelle est la position du coach dans l'entreprise? Est-ce que c'est un agent du système ou bien est-il un acteur dans le système, tout en étant dans la loyauté, une posture critique? Donc, ayant repéré grossièrement ces deux types d'approches, je dirais que l'accompagnement et le coaching a fortiori les démarches d'accompagnement doivent pouvoir se démarquer de ces deux types d'approches. Et l'approche que je décrirai, c'est une approche qui, effectivement, ne réfère plus à la posture d'experte de la figure du médecin ou du juge, mais justement la figure du philosophe. Alors, qu'est-ce que j'entends par une approche de type philosophique? Eh bien, j'évoquerai justement Pierre Hadot et la définition qu'il donne de la philosophie, à savoir que le terme philosophe désigne celui qui, face aux événements de l'existence, réfléchit à ce qui lui arrive afin de comprendre et d'orienter son action. Il dit aussi que est philosophe celui qui s'efforce de transformer sa manière de voir le monde afin de se transformer lui-même. C'est-à-dire que cette approche que pourraient entreprendre les métiers de l'accompagnement est éminemment existentialiste, humaniste, existentialiste, qu'elle est soucieuse de toutes ces transformations silencieuses, c'est passé dans les discours aussi aujourd'hui, de toutes ces transformations silencieuses qui s'effectuent en chacun. On a finalement parlé peut-être plus depuis ce matin de transformation que de changement. Ça, c'est un bon signe. Cette approche philosophique dit aussi que penser est au cœur du geste philosophique et que penser donc préside à cette posture réflexive dont on a également beaucoup parlé depuis ce matin, qu'elle amène à chacun à être... Chaque individu, chaque humain est éminemment réflexif. Alors ça, je pourrais citer un autre philosophe qui le soutient. C'est la première caractéristique de l'être humain, c'est Robert Misrahi, qui est le spécialiste de Spinoza. Tout être humain est en premier lieu réflexif. Il dira, je ne le dis pas tout à fait avec ces mots, mais il dit ensuite que la réflexivité, évidemment, engage la réflexion. Et si tout être humain n'engage pas la réflexion à partir de sa capacité à être réflexif, c'est justement parce que chacun est libre.
Donc deuxième caractéristique, c'est la liberté. Et ensuite, il engage la troisième caractéristique qui est celle d'être porté par un désir. Avec la rupture qu'il fait, c'est courageux, et je crois que c'est intelligent et c'est même extrêmement urgent. Le désir ne peut pas se réduire à la conception comme on fait aujourd'hui les psychanalystes. Le désir n'est pas uniquement le désir manque, mais le désir élan, le désir aspiration, le désir déploiement, ce qui nous amène à nous déployer, à vouloir nous déployer, qui est proprement celui qui a été développé par Spinoza et qui lui a valu d'être excommunié. Alors, voilà donc les caractéristiques de cette approche philosophique, d'avoir pour souci l'existence, qui amène, lorsqu'on accompagne une personne, à ne pas le réduire à son identité de citoyen, ses droits, ses devoirs, sa volonté participative. On ne peut pas le réduire non plus à son histoire, à son passé, parce que c'est aussi quelques écueils de cet ordre liés à la pratique biographique. Le réduire à son histoire, c'est-à-dire à une utilisation ou à une instrumentalisation de l'histoire et de son passé pour justifier qu'il en est arrivé là. Donc en fait, il y a effectivement une identité de la personne en tant que citoyen, une identité de la personne en tant que inscrit dans une histoire avec un passé et des aspirations, et une identité et une appartenance au genre humain qui nous rend soucieux de l'existence et des conditions d'existence de cette personne. La notion de sens donné à une vie n'a de sens effectivement que par rapport à une existence qui a le goût d'être vécue ou pas. Voilà donc une dimension existentialiste, une dimension réflexive, et le troisième point qui me ramène à ce qui était suggéré tout à l'heure, c'est que, tel que Pierre Hadot l'énonçait tout à l'heure, c'est que la posture réflexive nous amène à pouvoir dire ce qu'il en est de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc on retrouve cette notion du dire, du pouvoir nommer, du dire et du s'entendre dire ce qu'il en est de la situation dans laquelle je me trouve. Et c'est cette base même qui participe de ce que j'appelais le pensée situationnel. Il n'y a pas de situation qui ne soit pas construite par un sujet, et justement quand on entreprend cette approche, le fait d'être à un moment donné conscient, d'avoir construit la situation dans laquelle on se trouve, permet à chacun de prendre conscience que puisqu'il est à la source de la construction de cette situation, eh bien, il est à sa capacité de la déconstruire. Et si cette solution exerce une emprise, cette situation exerce une emprise sur soi, eh bien, il a aussi les moyens de mettre en place une déprise. On retrouve là encore la déprise, c'est Michel Foucault. Voilà, donc, entre autres. Voilà. Des gestes philosophiques, on pourra aussi retravailler avec la déconstruction de Derrida, etc. Voilà, donc c'est un petit peu ces choix théoriques-là qui m'amènent à poser à la fois le pensée situationnel, c'est une expression faite de Miguel Benazayag, le pensée situationnel. Je pourrais aussi le référer à une démarche de problématisation qui vise à considérer que chaque situation est problématique dès lors que le sens n'est pas donné, mais qu'il y a une multitude de lectures possibles de cette situation. La démarche de problématisation, les références, c'est Michel Meyer, qui est le philosophe de la problématologie aujourd'hui, et en sciences de l'éducation, Michel Fabre. Et juste pour donner une indication de ce qui est en jeu, un des titres des ouvrages de Michel Meyer, c'est « Comment penser la réalité ?» Comme Pierre Dominicet l'évoquait tout à l'heure, on pense de problèmes nouveaux avec des vieux moyens, puisque Michel Meyer pense, pour répondre à comment penser la réalité, va retrouver chez Platon comment déjà la question était d'actualité. Et l'un des titres de Michel Fabre, c'est comment s'orienter, oui d'accord, on veut bien penser la réalité, mais comment s'orienter dans un monde sans repères. Donc quels sont les repères qu'on va pouvoir se donner les uns avec les autres, les uns avec les autres, pour pouvoir s'orienter notamment dans ce travail de penser une situation dans laquelle on se trouve. Voilà ce que je peux partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup Maëla Paul. Donc je vais passer la parole maintenant à Jean-Louis, qui a la particularité entre autres de participer
avec nous depuis 2007, donc à la formation des coachs, dans le cadre du groupe CAP. Et Jean-Louis, j'ai l'intention, je te l'ai dit, de te demander, donc, puisqu'on a formé ensemble une centaine de coachs, après 7 ans de recul, plus de 7 ans de recul, qu'est-ce qui, selon toi, fait école entre nous, hein? Première question. Et puis après, comment tu définis ce que tu apportes, toi, de spécifique à la formation des coachs dans l'équipe pédagogique du CAP? Après ce que je viens d'entendre, je ne vais pas trop me risquer dans la philosophie et les sciences humaines, là, parce que je ne fais pas le poids. Mais je pense qu'il fait école entre nous, c'est ce que nous avons compris, moi ce que j'ai pu retenir de ce qu'on a appris de l'existentialisme, effectivement, de la phénoménologie, d'une certaine conception holistique de la personne. Et j'étais très sensible tout à l'heure dans les retours des ateliers collaboratifs au terme que vous avez employé de l'humain, de l'humaniste, de l'humanisme. Je pense qu'effectivement, je me reconnais, nous nous reconnaissons tous dans l'équipe pédagogique sur cette importance de l'humain, sur un humain qui se vit ici et maintenant, je dirais, dans toutes ses dimensions, sensorielles, émotionnelles, affectives, cognitives, à l'articulation de toutes ces identités. Et c'est important pour les coachs internes, c'est important pour nos clients, de se vivre à la fois dans son identité familiale, sociale, professionnelle, dans ses identités professionnelles, avec toutes les casquettes que nous portons les uns et les autres et que nous essayons de mettre au clair. C'est important aussi de regarder ces personnes dans leur dimension singulière, unique, autonome, dans ce qui fait leur liberté et leur responsabilité. Vous l'avez dit aussi dans les retours, comment on est à la fois agi par et comment on agit sur. Ça me paraît important de regarder ça. Et puis de comprendre les liens que nous construisons au fil de l'histoire de notre vie. En effet, fil rouge, fil blanc, fil décousu, entre nos identités, nos projets et nos actes. Voilà, ce que je crois qu'on essaie de faire, et ce qui fait école, c'est, tout ça c'est bien beau, mais pratiquement on fait ça comment? Pour transmettre cette conviction, quelles sont les méthodes pédagogiques pour former des coachs à ça? Quelles sont les méthodes pédagogiques ou les méthodes, quelle est l'opérativité dans notre pratique de l'accompagnement pour aider les personnes que nous accompagnons à devenir, à être un peu plus ce qu'elles sont dans ce qu'elles font et en même temps se laisser surprendre par ce qu'elles deviennent à cette occasion-là. Donc on a un certain nombre de choix pédagogiques. Alors la composition de l'équipe déjà reflète cette volonté de diversité. Certains plus sur le volet de la sociologie clinique ou de la socio-analyse, d'autres comme moi sur le volet plutôt psychologie humaniste. Un travail de balancement de l'attention dans le travail que nous faisons à tout instant entre l'histoire de vie de la personne, notre propre histoire de vie de praticien, et la situation vécue ici et maintenant, et ce qui est en écho, en cohérence, comment ça se construit. La pratique de la relation dialogale, la relation dialogale je-tu, on aurait pu citer Martin Buber, je frime un peu là, parce qu'il manquait ce philosophe à mon avis. Mais tout ça aussi, comment on fait concrètement cette relation dialogale, comment on s'y exerce. Et ça, c'est dans le travail expérientiel, bien sûr, travail qui est un travail sur soi, qui est un travail avec l'autre, et qui est un travail d'interaction avec le groupe de pairs. On s'appuie beaucoup là-dessus. Voilà, et quand on parle de réflexivité, ça aussi, on peut le postuler, mais la réflexivité, je ne sais pas si c'est un sport de combat, mais ça s'entraîne, ça s'exerce. Je crois que ça se muscle. Il faut pratiquer ça, et pratiquer sous le regard de l'autre, sous le regard des pairs, pour sans cesse y revenir. Et puis j'ai envie de citer quelqu'un qui est dans la salle d'ailleurs, qui m'a soufflé que finalement ce qui était important dans la formation et
et la supervision des coachs, c'est aussi, Martine le reprendra peut-être tout à l'heure, c'est d'apprendre par tout ça à faire différent, à oser faire différent, dans un cadre contraint, dans un cadre qui peut être conformiste, dans un cadre dans lequel on est un acteur, mais on est aussi un sujet d'évaluation d'une hiérarchie. Oser faire différent dans les limites de l'acceptable. Comment essayer de trouver sa place là-dedans. Alors, moi, ma petite musique personnelle, elle est... alors, je dirais, le focus que je mets sur la relation d'accompagnement, c'est effectivement la conception que le coaching, c'est pas la rencontre seulement entre la demande d'un client et le savoir-faire d'un praticien. C'est tout simplement la rencontre entre deux singularités de personnes. Et c'est ce processus de la rencontre qui m'intéresse. Alors, ça veut dire qu'il nous faut équilibrer l'intelligence réflexive et l'intelligence sensible. Et on a vraiment besoin de développer cette dimension du sensible pour aborder cette magie, cette alchimie de la relation qui fait le processus transformateur pour chacun d'entre nous et le processus de transformation dans le cadre de la relation d'accompagnement. Pour illustrer ça, imaginez que vous êtes dans un musée au département des sculptures du Louvre ou ailleurs, et puis vous apercevez dans une salle une superbe statue que vous ne connaissiez pas. Qu'est-ce que vous faites pour connaître, comprendre cette œuvre? Est-ce que vous vous précipitez sur l'étiquette ou le panneau pour lire qui l'a faite, à quelle date, comment ça s'appelle, en quoi c'est fait, combien ça coûte, bon. Ou bien est-ce que vous commencez à en faire le tour, vous la regardez sous tous les angles, si personne ne vous regarde, vous glissez une main pour voir si c'est bon. Ou alors, troisième solution, vous vous asseyez tranquillement au milieu de la pièce, et puis vous regardez, vous laissez venir à vous ce qui vient de la vibration de cette œuvre. Voilà, vous vous laissez toucher, et à la limite, peut-être même vous fermez les yeux, et vous essayez de sentir quelle était l'intention, dans quel état il était à ce moment-là, qu'est-ce que ça me fait vivre à l'occasion de cette œuvre, qu'est-ce que je vis de ce qu'il a voulu nous transmettre, qui était important pour lui à ce moment-là. Voilà. Alors, dans la formation de coach, moi je dis toujours, faites tout ça, bien sûr. N'oubliez pas d'être intelligent, mais de temps en temps débrancher. Et faites ce que vous ne faites pas d'habitude, c'est-à-dire vous arrêter, prendre le temps, faire silence, arrêter de vouloir comprendre, parce que je trouve que les coachs passent énormément de temps à vouloir être intelligents, essayer de comprendre ce que dit le client, ce qu'il veut, qu'est-ce qui pourrait être bon pour lui. Et pendant ce temps-là, ils passent à côté de l'essentiel, qui est leur qualité de présence, qui est la qualité singulière de présence différente de l'autre, et de ce qui peut naître nouveau du fait de la rencontre de ces deux présences-là. Voilà, donc je vous propose un certain nombre de travaux très très pratiques, d'abécédaire de la sensorialité, de l'émotion, de ce qui se passe dans l'expérience du contact. Par exemple, tout simplement passer d'un mode actif à un mode passif dans l'expérience de nos sens. C'est quoi la différence pour vous entre écouter et entendre? C'est quoi la différence pour vous entre regarder et voir? Comment vous pouvez vous laisser regarder par les choses que vous observez, etc. Ça peut être aussi dans des situations de pratique comme écouter tout sauf les mots. Alors quand je dis ça, les étudiants disent oui, le non-verbal. Le non-verbal, alors s'ils pensent à la gestuelle, ils pensent à un certain nombre de choses dans la posture. Mais il y a bien sûr la prosodie, il y a le timbre, il y a l'énergie, il y a la vibration, il y a plein de choses, quoi. Donc on peut à l'infini découvrir ça dans cet infiniment petit, cet infiniment subtil. Voilà. Moi, je pense que plus on est familier avec le contexte de nos clients, plus ça paraît facile de comprendre ce qui se passe pour eux et comment on pourrait les aider, plus ça me paraît important de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire dépouiller de toutes les représentations qu'on a de lui professionnel et moi professionnel en face de lui, pour être dans cette expérience de la singularité de la personne humaine. Merci.
J'ai toujours autant de plaisir à t'écouter. Je crois que j'apprends toujours autant à chaque fois que je t'écoute. Alors, je vais poser maintenant ma question à Elisabeth de La Roche-Lambert, qui s'est présentée, avec qui nous avons cheminé dans cette formation de coach. Et donc, en tant que directrice de groupement, en tant qu'aujourd'hui, alors c'est un peu récent, secrétaire générale de l'école de la santé, mais surtout compte tenu d'une expérience maintenant de pratique du coaching interne depuis quelques années, quels sont selon toi les contenus incontournables d'une formation de coach interne, vu de ton point de vue, je dirais de formée et de praticienne maintenant? Quelles sont les caractéristiques, deuxième question, et les difficultés de la supervision? Parce qu'on va commencer à avoir une transition vers la question de la supervision, que j'adresserai plutôt à Martine, parce qu'on a beaucoup parlé de formation. Et puis, troisième question, donc ça en fait trois, les actions de développement de compétences de coach interne. C'est-à-dire comment le coach interne doit-il continuer à se former dans ce qu'on pourrait appeler une formation tout au long de sa vie. Merci Dominique, et puis avec ce que vous venez d'entendre, aussi bien de Dominique que de Jean-Louis, vous comprenez que j'ai été très bien formée. Et donc ma formation remonte à 2012, et auparavant donc j'avais bénéficié d'un coaching pour m'aider à passer le cap de directrice d'un établissement hospitalier unique à un groupe hospitalier. La première question, qu'est-ce qui est essentiel, indépendamment des connaissances théoriques et que d'autres que moi expriment beaucoup mieux, qu'est-ce qui est essentiel dans ma formation pour pouvoir assurer ce rôle de coach interne que je continue à assurer au sein de l'assistance publique hôpitaux de Paris? Et bien c'est d'abord le fait d'avoir appris avec vous à définir des valeurs, et les valeurs qui vont nous rassembler, nous, groupes formés, et puis ensuite qui vont me permettre de porter et de faire exprimer au coaché ses propres valeurs. Donc toute cette aptitude à se mettre en réflexion sur les valeurs qui m'amènent là et qui vont ensuite animer le groupe. La valeur essentielle, mais ça je n'insiste pas parce qu'elle tombe sous le sens, surtout en coaching interne, dans une grande institution, c'est évidemment la confidentialité absolue, mais ça ne vaut pas le coup de développer plus. Ce qui m'a beaucoup aidé dans cette formation, c'est aussi bien grâce à Jean-Louis qu'à tous, c'est la formation, l'aptitude à m'extraire de mon quotidien, de ma hiérarchie, de mon rôle professionnel au quotidien, de tout ce qui fait le parcours professionnel et personnel, et de me donner le sas de décompression pour pouvoir accueillir le coaché lors des séances de coaching. C'est peut-être le plus difficile quand on est dans des responsabilités lourdes, mais c'est aussi ce qui peut-être est le plus riche, de pouvoir avoir faire cet exercice, et au début c'est pas évident, d'ailleurs ça ne l'est jamais, mais de décompression, de passage à autre chose, pour pouvoir se donner tout entier à l'écoute de la personne coachée. Le coaché, dans ma formation, bien sûr, le plus important a été d'apprendre à lui faire décrire son schéma sociobiographique à travers sa position professionnelle, ses aspirations, son futur envisagé, et puis sa formation et son histoire de vie. C'est un exercice auquel je ne fais pas forcément appel dès la première ou les premières séances. Alors ça, je ne sais pas s'il y a des règles, mais moi, en tout cas, je suis à l'écoute du coaché. Je pense qu'il y a un moment où il y a un déclic et où on peut demander à la personne que l'on coach de procéder à cet exercice.
qui est toujours très étonnant au début pour la personne qui vient pour un accompagnement professionnel personnalisé et qui ne s'attend pas forcément à ce qu'on lui propose. On propose toujours, on n'impose jamais par définition qu'on lui propose cet exercice. Et pendant ma formation, j'ai eu l'occasion de procéder à 3 coachings volontaires, puisque c'est une formation très pratico-pratique et théorique, mais aussi très pratico-pratique. Donc j'ai coaché 3 personnes volontaires qui n'étaient pas du tout dans mon milieu professionnel à l'époque. 3 personnes de professions très différentes, une responsable d'établissement scolaire, un ingénieur et une responsable commerciale, issus de 3 horizons très divers, sociaux, professionnels, culturels, et qui avaient tous la même aspiration. En revanche, d'ailleurs, ça a été la base de mon sujet de mémoire sur comment progresser en management. Et à tous les 3, à des stades différents du coaching, j'ai proposé cet exercice. Et la richesse que ça a provoqué et le déclic que ça a provoqué chez eux dans la suite du coaching a été, je dois dire, au-delà de mes espérances, mais surtout de les leurs. La deuxième question, c'était, je ne me rappelle plus trop, mais tu vas me le dire, sur les caractéristiques de la supervision collective et les éventuelles difficultés. Alors là, je me place vraiment dans ce que je vis, c'est-à-dire la supervision collective du groupe de coach interne de l'assistance publique au hôpital de Paris, qui est composé d'une dizaine de personnes. Les caractéristiques, c'est que d'abord nous sommes en groupe, c'est une supervision collective et qui regroupe une dizaine de personnes de métiers différents, directeurs, ingénieurs, conseillers en ressources humaines, psychologues. Donc nous avons des professions différentes, nous avons eu des études de coaching de nature différente aussi, on n'a pas tous été formés aussi, comme moi à cette école, et donc nous sommes regroupés à un rythme régulier et des journées entières. Ce qui est peut-être la difficulté que nous rencontrons, c'est que nous sommes par définition à la PHP tous parisiens et que donc ça suppose une totale disponibilité de la part de tous. Et je pense que si nous venions de différents lieux de province, nous serions plus totalement disponible, alors que là, en ce qui me concerne, j'avais tendance à être parfois rappelée à mes responsabilités originales et ne pas pouvoir venir ou à venir partiellement, ce qui est à mon avis l'écueil essentiel de cet exercice. Deuxième difficulté, en tout cas deuxième attention, ce n'est pas une difficulté, c'est une attention à porter. Il y a des cas évoqués, puisque nous avons cette pratique que nous partageons, des cas évoqués qui peuvent faire résonance en nous, parce que, et bien que la PHP soit composée de 90 000 personnes, il peut y avoir des cas évoqués qui nous rappellent quelque chose, ou quelqu'un, bien évidemment, mais là nous avons des valeurs et une éthique immédiate qui fait que nous ne participons pas à la suite du débat. Alors la troisième question porte sur quelles actions de développement pour les coachs internes. D'abord, je voudrais rappeler le principe même, c'est l'institution qui nous forme et qui nous forme pas, mais qui nous paye la formation. Nous avons évidemment un devoir de retour pour l'institution. Et donc c'est un devoir d'engagement à participer au coaching de nos collègues et un devoir aussi de se rappeler que le statut de coach interne n'est pas un statut définitivement acquis, n'est jamais un statut définitivement acquis. Il nous faut pratiquer, d'abord parce que c'est la pratique qui nous apprend et aussi parce que c'est un juste retour des choses. Alors, en accompagnement, une triple action que d'ailleurs à laquelle notre institution nous encourage vivement, la participation à ces séances de supervision et d'échange de cas pratiques,
la communication à travers un site qui a été conçu pour les coachs internes, avec un partage d'expériences, de bibliographie, ce qui est une excellente chose. Et puis enfin, une forte incitation à participer à des colloques, à des conférences, et particulièrement, bien sûr, la Fête de la Femme. Pour terminer la question plus spécifique de la supervision, et donc là je m'adresse à Martine qui a une longue expérience dans ce domaine, qui vient de créer l'Institut international de supervision et d'accompagnement professionnel, donc avec comme perspective donc, de former des superviseurs. Donc quelles sont les spécificités selon toi de ce qui doit être une compétence de superviseur et puis peut-être aussi d'une formation de superviseur? Dominique, je pense qu'il va falloir que tu me rappelles la question au bout d'un moment, parce que là je suis partie en voyage en Suisse, je vais y revenir, en voyage aussi à l'une des conférences de la FAP, c'était Gaston Pinault qui était venu parler de l'auto-apprentissage. C'était très intéressant et du coup me venait l'idée de cette notion d'autonomie et d'hétéronomie. Et il expliquait très bien comment nous avions des savoirs qui venaient de l'apprentissage par les autres, qui était l'hétéronomie. Alors, il associait ça à la journée, c'est-à-dire qu'on apprenait des savoirs, on apprenait les conventions, on apprenait des règles sociales, on apprenait énormément de choses. Et puis l'autonomie qu'il associait à la vie nocturne, où seul face à nous-mêmes, dans la mesure où nous étions à l'écoute et au repos, nous pouvions être amenés, si nous nous écoutions, à produire une pensée propre, une pensée singulière, ou qui était source de savoir. Donc on pourrait rejoindre sur toute la notion de réflexivité. Et du coup, en vous écoutant, je repensais à finalement cette histoire de balancier, où certains d'entre nous, nous venons d'un chemin qui est le savoir, qui est l'université, qui est le concept, qui est de nombreuses écoles, qui nous ont aidés à penser, qui nous ont structurés, qui nous ont aussi fabriqués. Et puis d'autres qui viennent, comme moi, plutôt du terrain, de l'initiative, de la curiosité, du passage à l'action, avec des choses qui marchent et puis des choses qui ne marchent pas, et qui fabriquent aussi une autre forme de savoir. Alors pour ma part, j'adore, après avoir expérimenté, aller justement vers les universitaires, vers les sachants, au sens positif du terme, parce qu'ils m'aident à prendre du recul par rapport à ma pratique. Et c'est pour ça que j'étais un peu espiègle tout à l'heure en disant voilà, je suis coach depuis 20 ans et je me suis formée depuis, je ne sais plus ce que je vous ai dit, en 99. Et à l'époque, c'était les premières écoles de coach. Donc je vais revenir à la supervision, mais j'avais envie de me remettre aussi dans cette histoire de l'accompagnement. Et donc, moi, à partir de mon histoire de chef d'entreprise et de travailleurs sociaux, j'avais construit quelque chose qui était très proche du coaching et j'ai vendu cette prestation. Alors, avant de la vendre, je l'ai proposée. Je suis allée voir des DRH, je lui ai proposé ma prestation et il me disait, madame, vous n'avez pas de référence, donc on ne doute pas de vos compétences, ça a l'air très très bien, mais vous n'avez pas de lettre de recommandation, vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez pas de référence. J'ai traversé la frontière, je suis allée en Suisse, et avec la même chose, le même discours, peut-être qu'on pourrait essayer quelque chose, c'est intéressant, et merci la Suisse, parce que j'ai pu commencer comme ça, le coaching dans des activités en Suisse. Et l'apprentissage est venu après coup. Alors, je reviens quand même à la supervision, parce que depuis, dans les métiers du coaching, les choses se sont structurées, je reviens encore aux associations qui ont quand même beaucoup œuvré pour la structuration, mais les associations, elles sont composées de qui? Des bénévoles qui, eux, s'y sont mis à dire mais allez, qu'est-ce qu'on rend explicite, comment on encadre, etc. Donc il y a toute une mouvance avec des gens d'horizons complètement différents qui ont fabriqué ce travail de structuration et de professionnalisation. Et vient le jour où la supervision apparaît parce que ça devient incontournable par rapport à l'encadrement de la profession. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir un garde-fou au départ. Ça veut dire prendre du recul sur notre pratique, ça veut dire beaucoup de choses et je vais y revenir. Mais en tout cas, on l'a entendu ce matin, il est important pour le coaching interne de trouver des fonds pour financer la supervision des coachs externes. Alors, je vous cache pas que
il y a 11 ans, quand pour moi la supervision, mon référentiel, autant le coaching, ma conception du coaching, elle vient bien sûr de mes formations, de ma réflexion, mais elle vient en grande partie de la compétence que j'ai fabriquée lorsque j'ai été chef d'entreprise ou quand j'ai été cadre en entreprise. Et ça a été quelque chose d'assez important. Et du coup, quand je suis devenue superviseur, en fait, j'étais un coach expérimenté. Et je pense qu'à l'époque, je n'avais pas la conscience que je n'étais pas superviseur. J'étais probablement un bon mentor. Quelqu'un qui avait un coach plus, entre guillemets, parce qu'il y avait cette pratique qui avait été accumulée. Et donc, je la mettais au service d'autres coachs plus juniors qui me demandaient. Donc, c'est aussi mes clients qui m'ont fait évoluer. C'est les demandes qui m'ont amené à pratiquer ce travail de prise de recul. Et en fait, et je reviens aussi au récit de vie, à l'histoire de vie dont vous avez parlé, il n'y a que... au fur et à mesure des demandes que j'entendais, au départ elles étaient à mon niveau à moi, c'est-à-dire la pratique, les outils, l'acquisition de compétences, et puis j'avais mon référentiel ICF en tête, les 11 compétences, et ICF faisait la promotion du mentoring que nous on traduisait en France comme supervision, alors que c'était du mentoring de compétences, du mentoring sur une pratique. Alors finalement, chemin faisant, c'est en me reconnectant à une expérience bien plus ancienne, celle des travailleurs sociaux, parce que nous, les travailleurs sociaux, nous bénéficions de supervision. Alors au départ, on parlait plutôt d'analyse de la pratique. Donc certains connaissent peut-être les groupes Baline, qui, je crois que Dominique a aussi travaillé dessus. Donc j'ai repris quelques textes là-dessus, parce que je trouvais intéressant. Et pourquoi j'en parle? Parce que en fait, il y a une histoire en France qui n'était peut-être pas très explicite, mais dans nos métiers de coach, nous sommes inspirés de chants en transversal, j'appelle ça du cousinage, avec tous les métiers de la relation d'aide, des métiers de l'accompagnement. Et donc, nous avions en France déjà une culture de la supervision. Et cette culture de la supervision, donc... Bon, si je parle de ce médecin qui était psychanalyste et médecin, M. Balint, lui, il conçoit l'analyse de la pratique comme étant au service du développement des pratiques relationnelles des médecins. Au départ, il travaille avec des médecins. Il convoque la théorie psychanalytique, vous en parliez tout à l'heure, et la notion de transfert et de contre-transfert pour tenter d'éclairer ce qui est en jeu dans la pratique relationnelle. Plutôt qu'un enseignement de ces notions aux praticiens, il a l'idée ou l'intuition qu'il sera plus pertinent de faire travailler les médecins sur la compréhension du contre-transfert à partir de situations réelles, plutôt que travailler les cas qui étaient proposés. Donc, il va inspirer tout un pan, le champ du sanitaire et social, avec des équipes soignantes, des équipes éducatives, travaillant dans diverses institutions et qui vont avoir recours à ces dispositifs appelés groupes Baline. Alors ça m'amusait qu'on soit ici aujourd'hui, voilà, donc pour ce retour à l'histoire, parce que je pense que c'est quelque chose, même si c'est encore de manière implicite, des choses que nous avons repris dans notre pratique aujourd'hui de superviseur. Et puis un autre courant, alors lui aux États-Unis, c'est toujours au XXe siècle, enfin... Donc Marie Richemont, on parlait de pionnier, de pionnière, c'est-à-dire que là aussi, une pionnière en l'occurrence, qui s'inspire encore une fois alors, du travail social des professionnels, fondé sur des valeurs, emprunté aux sciences sociales et humaines, et notamment pour se les réapproprier dans une culture professionnelle. Donc ce sont souvent des interventions auprès de personnes ou de groupes en grande difficulté, donc mettant en jeu des dimensions éthiques, cognitives, mais aussi subjectives, affectives et idéologiques. Donc c'est toujours dans le champ du travail social. Et c'était effectivement les groupes avec lesquels moi je travaillais il y a 30 ans, c'était des jeunes en difficulté, où nous, les travailleurs sociaux, nous étions censés les accompagner dans leur insertion sociale. Et là où nous bénéficions de pratiques, et je vais faire le lien avec le coaching interne, c'est que nous étions des équipes constituées de professionnels bénéficiant de cette supervision, donc supervision, analyse de la pratique,
mais il y avait une fonction de protection, parce que nous subissions, alors il y avait des reflets, enfin des transferts, c'est-à-dire que nous étions avec des publics en grande difficulté, qui pouvaient nous confronter nous-mêmes à nos propres difficultés d'insertion, etc. Et j'avais pu remarquer que parmi mes collègues, qui accompagnaient ces jeunes en difficulté, eux-mêmes avaient d'énormes difficultés d'insertion professionnelle, et je m'en suis aperçue parce que ces collègues étaient devenus des amis, et lorsque j'ai créé mon entreprise, et qu'elle a pris des proportions assez importantes, tu n'y arriveras pas là, hein, j'ai eu des collègues qui n'arrivaient pas à rentrer dans mon entreprise. Ils pouvaient accompagner, ils pouvaient venir m'accompagner devant la porte de l'entreprise, mais quand l'entreprise a pris une certaine taille, il y avait 12 salariés, beaucoup de clients, ils ne rentraient pas dans l'entreprise. Et c'est là où j'ai compris qu'eux-mêmes avaient une grande difficulté d'insertion avec le monde économique, professionnel, le secteur marchand et le secteur privé. Donc c'est à partir de là que j'ai beaucoup réfléchi sur comment nos clients nous font travailler, et comment, finalement, ils peuvent nous amener à travailler des choses en nous, des contenus latents dont on n'a pas forcément conscience. Alors, du coup, j'ai deux idées dans l'idée, c'est pour ça que c'est un peu délicat. Donc, la première idée, elle concerne tous les coachs, c'est comment on va avoir un lieu, pourquoi pas d'analyse de la pratique, où on va revenir sur des compétences, des cas et des situations, mais quelque chose de beaucoup plus large qui sera de la supervision, où on va pouvoir aborder les choses à la fois sur le plan de la personne, sur le plan de l'équipe avec lesquelles nous travaillons. Donc si on est coach, on a un client qui lui-même est dans une équipe, à la fois au niveau de l'organisation, c'est-à-dire que le client final est dans une organisation, et au niveau institutionnel. Et quels sont les enjeux de l'institution, quelles sont les transformations à faire. Alors quand on est, deuxième point, c'est là où je voulais en arriver, c'est que quand on est en supervision de coach interne, quel est ce rapport à la supervision, d'autant plus si elle est imposée. Pourquoi elle est imposée? Parce qu'elle a du sens. On a vu tout à l'heure qu'il y avait un effet de protection, de professionnalisation, de garde-fou, mais en même temps, qu'est-ce que ça raconte si la supervision nous est imposée? Ça veut dire qu'à ce moment-là, nous avons besoin d'aller effectivement en supervision, et que le superviseur doit avoir la compétence de regarder ce qui se joue sur plusieurs plans. Et c'est ça qui est difficile. Et c'est là où on s'aperçoit que le superviseur n'est pas un coach plus, n'est pas un mentor qui va accompagner sur des compétences. Il va devoir travailler d'autres champs et d'autres compétences complémentaires. Alors ces compétences complémentaires, où est-ce qu'il va les puiser? Eh bien, il va les puiser dans des champs transversaux à l'activité propre, qui seront dans le domaine de la sociologie, pour avoir effectivement ce regard sur l'institution. Donc il y a Pagès, il y a Vincent de Gaugelhac qui a beaucoup écrit là-dessus. Il va les puiser dans le champ plus systémique de l'approche des organisations, de manière à être conscient qu'il y a des symptômes qui vont se mettre en œuvre et qui sont le reflet de choses beaucoup plus profondes, notamment dans les interactions de la personne en situation relationnelle et en situation professionnelle. Il va aller puiser dans tout ce qui est dynamique d'équipe, je pense à Moreno, je pense à plein d'autres, et puis il va aller puiser quand même dans le champ de la personne, de l'éprouver. Bon, il y a Carl Rogers, il y a l'école Palo Alto, il y a la phénoménologie, il y a des tas de champs. Donc je pense que le superviseur a besoin de travailler des compétences complémentaires à son activité de coach. Bon, c'est un peu riche tout ça, un peu confus, parce que je mélange à la fois l'histoire du coaching, l'histoire de la supervision et à la fois le travail du superviseur. Mais ce qui est commun, ce que j'essaye d'exprimer là, c'est qu'on est quand même dans des métiers émergents qui se construisent peu à peu. Donc on a eu besoin de même qu'on a dû structurer la profession de coach à un certain moment. Il en va aujourd'hui de comment on va structurer la profession de superviseur, d'où l'apparition des écoles, et comment les grandes associations s'emparent maintenant du sujet pour travailler ensemble. Donc le MCC et ICF se sont vus. Alors ICF est une grande organisation avec une centaine de pays,
Donc il y a eu des liens au niveau des Royaumes-Unis avec le MCC, où MCC et ICF des Royaumes-Unis ont travaillé ensemble. Voilà. Et après aussi mondial, avec l'idée de dire est-ce qu'on est d'accord, est-ce qu'on a des convergences, et est-ce qu'on a des principes, est-ce qu'on est d'accord sur un certain nombre de compétences. Donc tout ça, ça se met en place, c'est déjà en route, ça va continuer. Et donc c'est une nouvelle aventure qui commence. Travail difficile de synthèse, mais je crois que je vais faire comme au coaching et je vais laisser venir ce qui vient tout simplement. J'ai entendu moi aujourd'hui des mots vraiment clés, beaucoup d'humains, et puis on a vu beaucoup d'humanité ici aujourd'hui, beaucoup de choses autour des valeurs, beaucoup de choses aussi autour de la diversité. Alors c'est un mot qui m'est cher, celui-là. Et autour de tout ça, j'ai entendu beaucoup d'homogénéité. Je crois qu'aujourd'hui, l'histoire du coaching interne fait qu'on est sur... Aujourd'hui, il me semble qu'on a tous été, on est tous sur la même vision du métier. Je ne suis pas sûre que c'était ça il y a 10 ans. Et on a posé beaucoup de cadres pour que justement on arrive à être sur la même vision du métier. Voilà. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça ne fait plus débat, ce qu'est le coaching interne. En tout cas, ici, ça n'a pas fait débat. Je sens qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entre nous, alors j'ai envie de reprendre l'histoire du fil rouge, j'ai l'impression que la plupart des coachs internes sont bien sur le fil rouge de leur parcours. Et j'ai l'impression que le coaching interne lui-même est sur le fil rouge d'un parcours et qu'on a tout à gagner à s'intégrer à un moment ou à un autre pour arriver à développer ce coaching interne sur le fil rouge finalement de l'entreprise, de l'équipe, pour ne pas se battre, mais vraiment accompagner, infléchir, peut-être donner une petite vague à ce fil rouge, le faire dévier mais dans la douceur. C'est ce que je retiens, et c'est ce que je ressens cet après-midi. Au-delà, alors ce que j'ai aussi ressenti et ce que je ressens beaucoup, c'est du désir. Alors je reprends Maëla Paul, du désir, mais pas dans le manque, mais du désir dans l'énergie, du désir dans l'élan, et une sacrée dose de conviction. C'est ce qui, voilà, il y a une énergie qui déborde d'ici. J'avoue que j'ai été bluffée. Bravo Dominique, parce que tu m'as bluffée. Et voilà, et la rencontre dont on parle aussi, et voilà, c'est la rencontre de nous tous, c'est la rencontre d'un métier, c'est la rencontre de diversité, c'est la rencontre de fil rouge, et je crois qu'on l'a vécu pleinement aujourd'hui. On a parlé ressourcement aussi, bien évidemment. Je crois qu'aujourd'hui c'était une journée de ressourcement. Il faut en organiser d'autres. Il y a plein de lieux, plein d'endroits où le ressourcement est possible. Je crois que c'est une condition d'exercice de notre métier qui est indispensable. Donc allez-y. En tout cas, ce matin, je vous ai parlé plus-value, je vous ai parlé risque, je vous ai parlé déontologie. Il faut absolument... Aujourd'hui, ce soir, j'ai plus tellement envie de dire il faut absolument, je sais que vous le savez. Ce que j'ai envie de vous renvoyer, c'est vraiment toute cette énergie que je ressens, toute cette énergie, toute cette évolution, et je suis sûre, je suis à peu près, vous voyez, j'en étais déjà sûre, mais encore plus aujourd'hui, que le coaching interne est en marche, que le coaching interne se développe, que le coaching interne va se développer, et que vous ne serez jamais plus tout seul. Je vais donc plutôt développer quelques points en complément. Dire qu'effectivement pour moi, je pense qu'on a vécu aujourd'hui un moment important, un moment qui fera trace, un moment qui fait date dans l'histoire de vie du coaching interne, un moment instituant qui permet de partager, mais surtout qui permet de prendre conscience, qui permet de prendre conscience de la force, de l'énergie, pour reprendre le terme d'Agnès, qui se dégage, que j'ai profondément ressenti dans cette journée. Je pense que là, on est vraiment dans la finalité de l'association, de la FAB, c'est-à-dire vraiment d'être un lieu de rencontre de praticiens, je dirais par-delà les apparences, par-delà les appartenances, par-delà les organisations auxquelles les uns et les autres peuvent
apparaître. Je ne pense pas seulement aux organisations entreprises ou collectivités locales ou territoriales, etc. Je pense aux organisations professionnelles. Et je pense que là, cette journée montre que dans la perspective de la FAP, de créer ce lieu de rencontre, de penser ensemble, on est vraiment dans ces objectifs. Pour quand même reprendre ma progression, individu, groupe, organisation, institution, quelques mots à chaque étage. Je dirais qu'au niveau de l'individu, j'ai effectivement senti beaucoup de richesse, de personnalité, d'énergie, de dynamisme. J'ai bien entendu cette difficile conjugaison qu'il doit y avoir entre loyauté et liberté. Voilà, et qu'effectivement, on a... ce qui était frappant aujourd'hui, c'est que de voir qu'au niveau individuel, c'est par des individus que le coaching interne s'est construit. Ce sont des initiatives individuelles, c'est du désir individuel. Ce sont des forces instituantes qui ont été portées par... ces forces, ce sont des individus qui les ont portées, et non pas des politiques descendantes. Ce ne sont pas des directions qui mettent en place le coaching interne, ce sont des individus qui sont à l'origine, qui sont fondateurs. Alors certes, après, ils doivent trouver des partenaires, ils doivent trouver des alliances, ils doivent construire des alliances, ils doivent s'insérer à l'intérieur d'une organisation et convaincre des décideurs. Mais sans ce désir de travail qui vous pousse, qui nous pousse, mais qui vous pousse en tant que coach interne, rien ne se serait passé. Au niveau du groupe, on a vu l'importance de la vie des associations, comme point d'appui, comme ressourcement. Combien de fois il a été fait allusion justement aux rencontres que vous avez dans les grandes associations professionnelles, dans InCoach, enfin ce besoin qu'il y a de vous retrouver en groupe, dans la mesure où l'activité du coach est une activité isolée, puisque par définition, il travaille dans la confidentialité, dans le fait qu'il ne peut pas parler facilement de ce qu'il fait, de ce qu'il vit, de ce qu'il ressent à son entourage. Au niveau de l'organisation, donc, ce qui a été, je trouve, très intéressant, c'est de voir justement que certains appartenaient à plusieurs organisations. Voilà. Et donc ce maillage était source de richesse et amenait chacun donc à pouvoir se ressourcer, se situer et construire du sens sur cette pratique qui quelquefois rencontre des résistances, voire même des oppositions de principes face à des organisations patronales, syndicales ou autres qui ne comprennent pas toujours quel est le sens de ce type d'action. Et puis enfin au niveau de l'institution, donc ça me rappelait qu'effectivement pour moi, enfin dans le courant de sociologie dans lequel j'ai été formé à l'origine, ça remonte loin maintenant, mais le courant de l'analyse institutionnelle, on définit l'institution comme un mouvement, comme le mouvement entre des forces, donc des forces instituantes, et des formes. L'institution, c'est un mouvement entre des forces et des formes. C'est le mouvement par lequel des forces s'inscrivent à un moment donné dans des formes. Voilà, donc la forme que prendra ce mouvement qui s'institue, on ne la connaît pas encore. En tous les cas, j'ai dit qu'aujourd'hui, je pensais que c'était un moment fondateur, mais que ce mouvement, on en a besoin. On en a besoin parce que je pense que le coaching interne répond à un vrai besoin dans un monde de l'individuation, de la responsabilisation, de l'employabilité, de cette nécessité de faire sans arrêt la preuve aujourd'hui que l'on est toujours capable de répondre à ce que l'on attend de nous. Voilà, c'était juste quelques mots qui me venaient à l'esprit pour caractériser cette journée, puisque
en tant que participant, voilà, je n'avais pas le recul que vous avez pour en faire la synthèse. En tous les cas, je vous remercie profondément d'avoir participé, d'avoir dégagé autant d'énergie, parce qu'on l'a vraiment senti dans la salle. Je remercie à tous les intervenants, bien sûr, qui ont accepté de préparer cette journée avec nous, puisqu'elle a été préparée par des réunions qui, j'espère que vous l'avez vu, ont assuré la qualité, la densité de tout ce qui vous a été raconté aujourd'hui. Je remercie ces intervenants d'autant plus d'avoir répondu à la forme qu'on leur a proposée. C'est-à-dire qu'on a choisi volontairement une forme plurielle. C'est-à-dire qu'on n'a pas choisi de structurer cette journée comme ça peut se faire quelquefois autour de grands, entre guillemets, personnages historiques du coaching, des grands gourous, des grands mentors, voilà, qui écrivent des livres fort intéressants, etc. On a choisi vraiment d'avoir le maximum d'intervenants. On avait à peu près, je crois, 25 intervenants. Donc vous voyez une ouverture qui correspond aussi à notre état d'esprit. Voilà, donc de vous présenter une vision plurielle et la plus large possible et la plus riche possible. Et puis merci évidemment au comité d'organisation et à tout le travail énorme que ça a représenté, puisque entre l'idée de départ et la forme d'aujourd'hui, je peux vous garantir qu'il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de richesse pour assurer la rigueur et la qualité de cette journée. Et puis merci quand même à l'intérieur du comité d'organisation, tout particulièrement à Olivier Mine, parce que voilà, il y a tout le... Voilà, je pense que ça mérite de l'applaudir, parce qu'effectivement, il a été votre interlocuteur au moment de l'inscription. Il a démêlé des problèmes complexes, administratifs, financiers. Il a trouvé des solutions. Il a fait progresser l'association, d'ailleurs, en lui permettant d'avoir un numéro SIRET ou Sirène, je sais pas, qui permet justement voilà, des échanges financiers avec des administrations. Donc ça a été un gros travail pour lui, quasiment quotidien, depuis plusieurs semaines, pour être votre interlocuteur et pouvoir vous accueillir aujourd'hui. Merci.